Yo, I'm a Nick. Starks. Yes! What a move by Starks. Ewing with the spin. Ewing, yes! 1/8 seconds remaining. The Knicks lead by 1. Out in Houston. Houston ducks under. Got it! Johnson cuts left. Now fires a three. It is good! And he's fouled! It counts! And he is fouled! Anthony for three. Puts it in! Knicks by 1. Hope you're ready for the next episode. Hey! Et parce qu'il faut toujours entretenir l'espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, Julien, salut à toi. Salut les gars. Johanny, bonjour à toi. Salut, salut. Et notre premier invité, Daniel, bonjour à toi. Salut à tous, quel honneur. Donc nous sommes tous ravis de vous accueillir pour The Knicks épisode, avec au menu pour ce deuxième épisode, la présentation de notre invité du jour, l'ouverture également de notre dossier du jour concernant Frank Ntilikina. Mais avant toute chose, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier pour votre soutien, qui est très important pour nous, qui nous donne beaucoup de force. Et merci à vous en tout cas. Et avant toute chose, donnons la parole à notre invité du jour, Daniel. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? Quels sont ton actu? Tu peux nous raconter tout ça? J'ai l'impression que tu présentes une star du rap en fait là. Mais... Écoute, moi ça va. Déjà, je tenais à dire bonsoir à tout le monde parce que j'imagine que dans l'audience, il y a beaucoup de gens que j'ai déjà pu croiser par le passé, parce que j'ai un passé KNF. Exactement. Ouais, j'ai un vrai passé KNF. Hein. Tout a commencé il y a quelques années. J'ai l'impression on va raconter une belle histoire là tout de suite. Je suis friand. Ouais, t'es friand, je sais que tu aimes ça. Bah écoute, ça a commencé très simplement. L'histoire KNF, adhésion, parce que fan des Knicks, parce que tu recherches des gens avec qui tu vas parler la même langue, tu vas parler de la même chose, et avec qui tu vas pouvoir partager voilà, ta vraie passion. Et bien voilà, c'est passé par Knicks Nation France, par Twitter à l'époque. Donc découverte, et je t'avais croisé Laurent et on avait parlé des Knicks aussi quand on dans le retail. Oui. Et voilà, et puis on a pu se retrouver sous cet assaut. La première rencontre, ça a été drôle d'ailleurs parce que c'était avec Johanny. Tu vois, ça a été pareil pour moi. Donc ça a été avec Johanny. Première viewing avec Johanny, assis à côté de Johanny qui me paye à boire. Et là, j'ai fait waouh, le mec est vraiment sympa. Les Bretons sont sympas. Ah, ça, c'est certain. Et les Bretons aiment boire. Pardon. Je ne dirai pas ce que tu buvais. On ne sait jamais qui est à l'écoute. J'avoue, je sais même plus. Voilà, ça a commencé par l'adhésion, par la passion, qui a continué, parce que ça te nourrit tout le temps. Et, bah écoute, après, c'est un enchaînement de choses. On a vécu les petites modifications au sein de l'association. Tu sens que le truc peut être un peu en péril. Tu peux apporter ton aide, ton soutien. Il y a eu des élections, présentations. Derrière, tu es élu, hein, donc avec Johanny. Toi, t'es arrivé juste après, Laurent? Ouais, je suis arrivé juste après. Ouais, donc voilà, élection, trésorier de l'association pendant combien de temps? 2 ans, Johanny, c'est ça? Ouais, 2-3 saisons là. Ouais, quasiment 3 saisons ouais, de trésorier de l'association. Bon, ça veut tout et rien dire, trésorier. Ça veut surtout dire que tu vas mettre la main à la pâte et que tu vas faire beaucoup de choses pour que cette association tienne et que tu fasses perdurer un petit peu ce qui avait été initié par Julien Barthélemy, hein, qui a créé cet assaut. Et voilà, ça a été que du bonheur pendant ces quasi 3 saisons, parce que beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres, des voyages, forcément. Aussi, on en parle, des beaux voyages. Julien, tu peux nous en parler, Julien, de cette expérience de voyage? Je ne l'ai pas fait, ça sera mon premier avec vous cette année. Ah, magnifique. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'espère que tout va bien se passer. Non, l'année dernière, je devais, puis ça n'est pas fait. Donc cette année, j'ai grandement hâte de profiter de cette expérience avec vous, en espérant partager la chambre avec Laurent. Ça sera magnifique. Attention, il y a déjà du monde sur la corde à linge.
Et donc, Daniel, donc tu parles de l'association au passé, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On veut tous savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On va tenter de la faire courte. Donc, pendant l'association, comme j'en parlais, c'est des belles rencontres. Et bon, bien sûr, après les vôtres, hein, les gars, puisqu'on a bossé ensemble pendant un petit moment et on s'est beaucoup côtoyés. Mais il y a eu aussi la rencontre avec Julien, donc, qui a fondé l'asso. Voilà, des liens se sont tissés. Julien montait son projet d'agence de voyage. On a de plus en plus parlé. Et puis un jour, s'est posé l'idée de bosser ensemble. Voilà, ça a été proposé. J'ai réfléchi l'espace d'un quart de seconde et j'ai accepté. Voilà, donc aujourd'hui, mon actualité, c'est Sport US Travel, qui est le fournisseur du voyage donc le Mecatrip, hein, de l'association. L'actualité, c'est ça aujourd'hui, c'est Sport US Travel, on fait tourner cette agence, on fait partir des gens aux États-Unis sur plein de destinations. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va rester focus sur New York, puisque c'est un peu aussi le cœur qui parle là avec l'asso. Et voilà, donc depuis quelques semaines maintenant, à temps plein sur Sport US Travel, on fait rêver les gens comme on a fait rêver les gens de la KNF quand ils partent à New York. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Ah, c'est énorme. En tout cas, c'est un sacré métier de rêve. Hein. Là, on est pas mal de jaloux. Hein. On voit que vous voyez que la face que la face visible de l'iceberg, mais derrière il y a beaucoup de tension, beaucoup de travail. Mais ouais, clairement, oui, bien sûr, c'est pas la mine. On prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et on espère en tout cas que les gens le ressentent. Et en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est la 3e saison de l'agence qui s'annonce plutôt bien et on a de très bons retours. On a un site internet flambant neuf qui est en ligne. Ah oui, allez-y, hein, sportustravels.com, faut pas hésiter. Exactement. Donc sportustravels.com, tous les voyages ouverts sont disponibles. Bon, le Mecatrip n'y sera pas. Le Mecatrip, ça se passe avec l'asso. Tout se voit avec eux. Exactement. Joanny, tu peux nous parler un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du Mecatrip? Est-ce qu'il y a encore des places disponibles ou pas? Tout à fait. On approche de la fin de la période des inscriptions. Donc, si vous voulez partir vivre une expérience exclusive sur New York avec une association de fans orange et bleu, le Mecatrip vous attend. Il reste quelques places. On a la fin des inscriptions à la fin du mois de septembre. Donc, foncez-y. Généralement, les gens n'en reviennent pas déçus, loin de là. Ah, là, je confirme. Et en plus, j'aurai l'opportunité de combler la chambre de Julien et de moi-même. Donc, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Alors, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde pour ça, mais bon. Il faudra me donner les préférences de chambre, les gars, mais il faudra être clair dès le départ. Lit double, lit simple, mais soyez clairs, tu vois. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ce soir, Daniel, et de pouvoir parler un petit peu d'Enix aussi, parce que là, je vois que vous commencez à frétiller à l'idée d'attaquer le dossier du jour. Donc, messieurs, le dossier du jour, aujourd'hui, nous allons parler de notre joueur français, Franck Ntilikina. Donc, on va essayer d'aborder la chose... je suis déçu, moi. Franchement, je suis déçu. Je pensais qu'on allait parler de Luc Cornet. Bon, c'est pas grave. On va parler de Franck, alors. Bon, ce sera pas pour ce soir. Donc, Franck Ntilikina... je vais récolter vos avis respectifs sur ces 2 dernières saisons NBA, sur bien évidemment l'actu, hein, sa Coupe du Monde et sa fameuse médaille de bronze. Et puis chacun d'entre vous attend sur cette année concernant Francky. Donc, alors là, je sais qu'il y en a un dans le coin là qui commence à frétiller, là c'est Julien. Donc, juste avant de te donner la parole, Juju, pour nous faire un petit retour sur ces 2 ans NBA. Un petit point rapide sur les stats. Hein. Donc, Franck Ntilikina, c'est 78 matchs sur sa première saison, avec 5,94 points, avec 3,21 passes, 2,27 rebonds, 36% au shoot et 31 derrière la ligne sur 78 matchs et 9 apparitions dans le 5. Donc, première saison, vous allez le juger, mais on attendait quand même quelque chose d'un peu plus concret. C'est la saison d'adaptation et ensuite après, la saison d'après, 43 matchs, hein, la petite piqûre, hein, donc la petite blessure qui n'arrange pas cette saison galère avec pourtant 16 apparitions dans le 5
pour 5 points, donc ça ne bouge pas, 2 passes, 28% derrière la ligne, 33% au shoot. Bon, hein, on va pas s'éterniser sur les stats, on va juste faire un petit bilan global sur ces 2 saisons écoulées. Julien, tu as l'honneur d'ouvrir le bal. Toi, Merci. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? Quel est ton ressenti sur ces 2 premières saisons à notre Francky? Le maître mot, je pense que comme tout le monde, c'est le mot déception. Premièrement parce que quand tu le vois en draft, il est 8e à l'époque. Moi, pour l'avoir suivi un petit peu sur Strasbourg, il est vraiment annoncé comme un fort potentiel. C'est un mec qui avait une bonne... Il était très jeune, il a commencé à 17 ans en Pro A. Ouais. Il avait une bonne défense sur l'homme, il était vraiment culotté. En fait, moi, quand je l'ai vu jouer avec Strasbourg, ce qui m'a tout de suite marqué chez lui, c'est qu'il était rapide, vif et culotté. Il a très vite été comparé à Parker, alors que c'est pas du tout le même profil. Mais bon, comme il est drafté super haut, 8e, meneur, français, il y avait une hype. Comparaison, la hype est facile. Perso, je savais qu'il allait pas scorer 15-20 points, c'était pas son jeu, mais je pensais pas qu'il allait être aussi peu impliqué dans la période offensive de l'équipe. Donc sur les 2 ans, c'est déception. Et puis même, il devait travailler son physique. Il était un petit peu frêle quand il est arrivé à NBA, il a taffé là-dessus, mais il a eu vraiment du mal à retrouver ce qui faisait sa force à Strasbourg, c'est-à-dire le culot, tu vois, l'audace, le culot, et se dire allez, je prends la balle, j'y vais, je drive. En fait, il a vraiment eu du mal à s'intégrer au jeu NBA. La grosse différence avec la Pro A, c'est que en Pro A, tu as des systèmes et l'équipe est importante. Les individualités, tu vois, elles peuvent faire la différence, mais c'est avant tout une équipe. En NBA, c'est plutôt le contraire, c'est des individualités, du 1 contre 1, et je pense qu'il a eu du mal à passer le cap. Ouais, l'adaptation était L'adaptation, peut-être pas... tu vois, il est peut-être pas assez égoïste, ça c'est une qualité ou un défaut, ça dépend surtout pour la NBA, mais je pense qu'il manque d'égoïsme. Et du coup, les 2 premières saisons, je pense que tout le monde est d'accord, c'est une déception, parce que drafter aussi haut, on attend forcément plus. Et ça sera un fond de 2e tour, tu dis c'est déjà une réussite, c'est une petite perle, on verra. Lui, il est drafté 8e. Donc forcément, dans la communauté Knicks, tout le monde en attend beaucoup. Après, les choix de coach n'ont pas été en sa faveur. Mais voilà, moi, si je devais résumer, c'est... Vas-y, Johnny. Pardon. il avait une petite hype, on va dire, avant de faire son entrée en NBA, puisqu'il sortait quand même de 2 campagnes, on va dire, avec les équipes jeunes en moins de 16 et en moins de 18, où il avait été couronné, alors c'est quoi, c'est médaille d'or, championnat jeune en 2014 et en 2016. Et puis donc, il marche sur le championnat. Ouais, il est MVP top, des U18 en 2016. Donc on se dit, c'est une pépite qui vient du continent européen, il est jeune, il est encore en développement physique, parce que effectivement, un joueur de cet âge-là, de 18 ans, maturité physique n'est pas terminée, et il montrait de belles aptitudes défensives, donc il y avait un projet, un pari, comme il y en a eu d'autres en NBA auparavant, certains vont parler de Giannis Antetokounmpo, certains vont parler de Dante Exum et tout, il y a des joueurs qui sont arrivés jeunes en NBA avec un niveau de maturité loin d'être fini. Voilà, Exum, je l'avais carrément oublié, lui. Ouais, mais beaucoup l'ont oublié, beaucoup l'ont oublié chez eux. Et je sais plus Exum à quel niveau il a été drafté, mais assez haut. Assez haut, je pense que c'est pas loin de c'est pas loin de 8-9, peut-être même avant. On va faire des recherches, on va essayer de retrouver ça. Mais c'est peut-être un profil un peu comparable d'un joueur qui est pas encore NBA ready. On parle pas d'un cursus à l'américaine où physiquement les joueurs sont déjà prêts. Donc Franck, quand il est arrivé en NBA, c'était un peu ça, quoi. C'était un pari. Un pic de draft 8, c'est assez haut. Les Knicks n'avaient pas souvent leur pic de draft. Donc... Et puis avec une réelle carte à jouer au niveau du poste aussi. Donc franchement, on peut ouvrir le débat aujourd'hui. Est-ce que en fait sa position de draft n'était pas surévaluée en fait? Est-ce qu'il n'a pas été beaucoup trop haut?
Oui. Par rapport au potentiel, parce qu'on parle de potentiel à ce moment-là, C'est ça. par rapport au potentiel qui avait été visible pour moi, en tout cas, là je parle d'un avis perso et vous le savez, j'ai toujours été assez dur avec le joueur, mais derrière il y a quand même des explications. Sa draft très haute, elle donne des attentes. Très haute, Beaucoup ouais. trop. C'était beaucoup trop haut pour lui en fait. Je pense, en tout cas ça c'est mon avis, qu'un joueur avec comme lui, avec ce qu'il avait montré, on était plus aux alentours d'un choix 15, choix 16, Ouais. plutôt que d'un choix 8. Tout à fait. Le fait d'être pris si haut et en plus à New York, où il y a déjà une attente Bien sûr. importante, Bien sûr. fait que tu attends à ce que le joueur performe tout de suite. Bien sûr. Les affiches Nike sur Manhattan, ça aide pas non plus. Hein. Il y avait une certaine, il a été propulsé sur le devant de la scène. D'un point de vue mental, il a plutôt bien réagi. Il s'est pas dégonflé par rapport à cette exposition-là, mais d'un point de vue joueur, il était pas prêt. Bien sûr. Et puis la dimension physique, on en parlait tout à l'heure, la dimension physique de la NBA, il s'est pris un mur en fait. Ça a été très compliqué et il faut quand même le reconnaître. C'est à 18 ans, tu arrives si jeune et avec un physique pas prêt, tu arrives dans cette ligue, forcément ça va être très compliqué. Maintenant, si on peut commencer à évoquer la suite, il y a quand même eu des clés qui lui ont été données, en tout cas pour avancer dans cette équipe. Il y a du temps de jeu qui lui a été donné. On a assisté à des matchs où il avait beaucoup de temps de jeu et où là, il a démontré, il a montré des choses qu'on ne voulait pas voir. Des pertes de balles, comment dire, il était indécis dans ses choix. C'est ça. L'hésitation. Et quand tu es meneur de jeu, en NBA où le jeu va très vite, si tu n'as pas une prise de décision qui va aussi vite, et ben forcément tu fais les mauvais choix et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Mais non, je ne lui trouve pas toutes les excuses du monde. Ouais, et moi je trouve qu'il a beaucoup surfé sur le crédit immense qu'on lui a fait sur la qualité de sa défense, la qualité de sa défense notamment sur les pick and roll. Il y a eu encore un buzz, il y a eu un gros buzz également à la fin de sa première saison où il aurait pris encore plus de taille aussi. Ça c'était quelque chose. C'est toute la force des réseaux sociaux, Laurent, et tu le sais, c'est toute la force des réseaux sociaux et toute la viralité, tout le buzz qui peut être généré par ça. C'est facile aujourd'hui faire des vidéos où tu rentres 6 shoots de suite avec un bon montage. Je la fais moi aussi la vidéo, mais on t'a vu faire, Daniel. On t'a vu faire sur nos événements Oops Factory, au One Ball aussi. Fine gâchette. Moi, j'étais un des premiers, tu vois, à le critiquer, notamment sur les 2 dernières saisons, notamment par rapport à l'attente qu'il y avait et donc la déception que ça a engendré. Maintenant, je trouve que sur sa défense, il n'est pas surévalué non plus. Je trouve que c'est vraiment un bon défenseur. Tu vois, que ce soit au poste 1, 2, je trouve que même jusqu'au 3, tu vois, je trouve que l'équipe adverse, quand elle a Franck dans les pattes, elle est quand même bien diminuée. Maintenant, ça fait pas tout, surtout pour la NBA. Là où il a vraiment été très très décevant aussi, au-delà de l'organisation, c'est son shoot. Il était catastrophique. Il avait vraiment un shoot à 3, même à mi-distance. C'était vraiment catastrophique. Et ça, pour un meneur titulaire, c'est juste pas possible en fait. Mais sur sa défense, elle est reconnue par d'autres joueurs de la ligue. Hein. Il y a des Steph Curry, des Kyrie, alors qu'ils sont pas non plus des références en termes de défense, on est d'accord. Je crois que Klay Thompson a dû avoir une petite remarque aussi. Donc, est-ce que c'est de l'attention, est-ce que c'est de la bienveillance vis-à-vis d'un joueur qui débute en NBA, on ne sait pas trop. Mais voilà, il a une qualité de défense qui est reconnue. Par contre, les gens attendent plus. Et attendent du scoring. Malheureusement, moi je pense que c'est un profil de joueur qui va jamais scorer des cartons, faire des caisses en scoring. C'est pas le profil de joueur qui croque. Alors qu'à New York, il y en a plein. Et l'année dernière, on a une saison où ça n'arrêtait pas de croquer. Chacun jouait pour sa tronche. Ouais. Franck, lui, il veut jouer propre. Il veut jouer juste. Il le fait peut-être pas forcément tout le temps bien, mais c'est plutôt dans l'approche du joueur où il a envie de jouer avec les autres et pas forcément jouer pour lui-même. On l'a vu par moment. Alors, je crois que c'était le match, la French Heritage Night là, contre Charlotte, où il score un petit peu plus et tout. Il se fait plaisir. En face, il y avait Parker, il y avait Batum. Donc, record en carrière. Mais ça sera éphémère, ça sera épisodique. Quoi. Voilà. Par moment, peut-être que quand l'adresse va être au rendez-vous, il va scorer.
Mais même sur ces soirs-là, il prend pas énormément de shoot en fait. Faut regarder les lignes de stats. Souvent, la réussite n'est pas au rendez-vous, mais même le jour où il va scorer beaucoup, à une dizaine, quinzaine de points, il n'aura pas pris énormément de shoot. Hein. Donc, c'est pas un joueur qui va monopoliser le ballon en attaque. Et pourtant, c'est ce que les gens attendent de lui, en fait. Quoi. Et tu veux que je te dise un truc? Ce qui est le plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, si tu demandes aux fans des Knicks sur certains réseaux sociaux américains, tu le vois bien, le moment de Frank, ils vont juste te dire quoi? Le moment où il s'est relevé contre LeBron et qu'il a fait tête à tête. Ouais. Oui, donc ce que les gens vont retenir surtout, ça va être la confrontation avec LeBron, parce que ça fait de la hype, parce que c'est un petit rookie qui veut pas se faire marcher dessus, qui essaye de s'affirmer. Mais est-ce que c'est que ça qu'on retient de Frank sur 2 ans? C'est un peu léger, hein, on est d'accord. Mais c'est parce qu'on est aux États-Unis et que là, on est sur du storytelling et ça passe toujours très bien de pouvoir raconter une histoire. Maintenant, si on revient sur 2 petites choses qui viennent d'être dites, on parle de l'adresse de Frank. Après, je pense qu'on oublie un truc, c'est que le shoot, avant d'être mécanique, il est mental. Si Frank, dans sa tête, il n'est pas bien, s'il n'est pas sûr de son jeu, forcément, son shoot, ça va se ressortir dans sa... au niveau de sa confiance, effectivement. Ouais. Bien sûr. Et ouais. C'est l'élément premier, d'ailleurs, quand tu veux prendre du shoot. Maintenant, deuxième chose, tu le disais tout à l'heure, Johanny, ou Julien, je crois, quand on parlait de sa défense qui est louée. Je suis OK, c'est un très bon défenseur. Maintenant, on a aussi vu quelques-unes de ses limites en défense, notamment quand il est face à des meneurs beaucoup plus rapides que lui, beaucoup plus slasher. On sent qu'il est quand même en difficulté dans ces phases-là et face à ces profils-là. Je pense pas qu'on puisse dire que Frank est un joueur rapide. C'est pas un joueur rapide. Il y a des meneurs beaucoup plus rapides et il a du mal. Il remonte pas forcément la balle très vite. On est d'accord. Et face à des meneurs, des dragsters type Westbrook, j'en oublie. Même sur jeu placé, il a du mal à suivre quand un défenseur en face de lui est un slasher, quand c'est quelqu'un qui lui rentre dedans. Et je pense que c'est encore une fois lié au mental. Et je pense que c'est là où son plus grand axe de progression, au-delà du shoot, c'est aussi le mental. Ça reste un gamin, très jeune, mais une fois qu'il aura passé ce cap-là, et on a pu le voir là à la Coupe du Monde, il a passé quand même un cap mentalement. Une fois qu'il passe ce cap-là, il est capable d'apporter beaucoup plus. Il est capable de porter le jeu de son équipe. Et justement, belle transition, parce que par rapport à son mental, moi je voulais faire le lien avec sa Coupe du Monde. Déjà, vos avis respectifs là, sur son impact. C'est vrai qu'il a fait énormément de buzz, notamment contre les États-Unis. Contre l'Argentine, il a fait son match également malgré le marasme ambiant. Et, je voulais un peu avoir votre avis avec le recul sur son passage à la Coupe du Monde à Francky. Je sais pas, Julien, est-ce que tu peux nous en parler? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu l'as vécu? Sur la Coupe du Monde, dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buzz. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est Vincent Collet, le coach de l'équipe de France, et Vincent Collet, il le connaît par cœur, Franck. Donc, il le met dans les meilleures dispositions. Je pense que mentalement, il l'accompagne tout du long. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile. Pareil, ses coéquipiers sont là, le soutiennent. Donc, je pense qu'il joue déjà libéré, donc, ce qui est énorme. Hein. Et il est plus chouchouté en équipe de France qu'il l'est avec New York. Après, il a fait des matchs corrects, même très bons. Contre les États-Unis, il est là. Contre l'Argentine, il met le seul en 4e quart-temps à faire un match correct. Il essaie d'insuffler un petit peu de révolte. Maintenant, c'est super pour lui. Maintenant, comme je t'ai dit, il était vraiment dans un cocon avec l'équipe de France. Et ça, on sait qu'il ne va pas le retrouver à New York. Il ne va pas le retrouver en NBA. On parlait de confiance. Et avec l'équipe de France, il était en confiance. Parce que les autres joueurs de cadre de l'équipe de France lui ont dit un peu c'est ton moment, tu vas te remettre en forme, tu vas te remettre bien avec l'équipe de France. Vincent Collet, il le connaît par cœur, et inversement. Donc, il était loin de la pression médiatique de New York, de tout ce qu'on peut ressentir avec la NBA. Et donc, du coup, il jouait plus libéré. Et on a vu des shoots à rentrer. Il y a autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. On peut se parler franchement, on est en famille là, de toute façon, peu importe. Il a joué avec des mecs, il a joué avec des gars qui ont des baloches. Je veux dire, quand tu vois Evan Fournier, sa Coupe du Monde, quand tu vois Rudy Gobert, sa Coupe du Monde, ces mecs-là ont à un moment donné pris le pouvoir dans l'équipe et dit voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Je pense qu'il avait besoin de ça, il avait besoin de ce visuel-là. Tu as besoin d'un modèle quand tu es un joueur si jeune.
avec ce caractère un peu docile qu'il peut avoir. Tu as besoin d'avoir ce type de mec-là à côté de toi. Et là, ça a fait toute la différence. Maintenant, il faut qu'il arrive à transposer ça côté Knicks, parce que côté Knicks, cette saison, et vous l'avez fait la dernière fois, enfin sur le précédent podcast, il y a des mecs avec le même caractère. Il y a des types de joueurs qui jouent exactement de la même façon et qui sont capables de porter une équipe, donner de la voix. On pense aux frères Maurice, on pense à tous ces mecs-là, à Taj Gibson. Ces mecs-là, logiquement, aujourd'hui, devraient devenir le modèle de Franck dans le fait de porter une équipe, l'emmener vers le haut et surtout lui se développer en tant qu'homme, en fait. On peut en parler aussi. Il faut que ça devienne un véritable bonhomme sur le terrain. Ah, bah oui, Il peut plus être le gamin qu'on a envie de caresser, allez, essaye d'être bon. Non, à un moment donné, il va falloir aussi penser, tu es un joueur, 3e saison NBA, tu as besoin de donner plus. C'est une certitude. Ouais, d'autant plus que là, il y a du beau monde là dans la rotation cette année dans ses pattes. Là, il y a du Dennis Smith Jr., on a du Elfrid Payton, on a du Franck. Enfin, Franck là, pour le coup, il n'est pas installé dans un fauteuil qu'il a pu forcément connaître sur ses 2 précédentes saisons, quoi. Donc, est-ce qu'il va déjà avoir du temps de jeu en début de saison parce qu'il sort d'une Coupe du Monde et tout. Je suis pas sûr que Fisdale en ait quelque chose à foutre, honnêtement. Parce que on en a parlé la dernière fois, Denis Smith et Payton partent quand même avec une grosse avance sur lui sur le poste. Donc lui, il aura peut-être pas autant d'opportunités, mais il faudra qu'il soit décisif dès qu'il va rentrer, à mon avis. Surtout que les Knicks ont recruté Elfrid Payton, c'est un signe d'une certaine façon qu'ils ne lui font plus confiance ou qu'il n'a plus autant de crédit à leurs yeux que ça. La rotation, elle est à base de 3 meneurs. Elfrid Payton, c'est un profil qui vient bien le concurrencer et c'est pas un profil d'un ancien joueur vétéran en bout de carrière, clairement pas, quoi. Exactement. Donc on a une concurrence, je pense, qui a jamais été aussi forte à son poste. À lui de montrer que il sait capitaliser sur cette belle Coupe du Monde. Il a voulu passer des messages, pour moi, sur cette Coupe du Monde. Le match contre Team USA, on voit des comportements, le body language parle vachement, et on le sentait un peu revanchard, même si après coup, non, c'était un match un peu comme les autres. Non, il voulait quand même passer un message. Il était très expressif en plus dans ses réactions, tu vois. Tout à fait, et c'est ce qui manque en fait. On voit pas ce caractère en NBA. Après, le joueur, en l'ayant croisé sur quelques occasions, et on était dans les locaux de First Team la semaine dernière, entre autres pour sa venue. Bravo. On les embrasse, hein. Merci First Team. Merci First Team pour l'invitation. Malheureusement, l'interview, problème technique, et elle n'aura pas pu être diffusée, mais il revenait sur cette Coupe du Monde, et on sent toujours un joueur qui a un caractère posé, très calme, sûr de lui d'une certaine façon, hein. C'est pas de l'arrogance, il sait qu'il a encore à progresser, du chemin à accomplir pour faire sa carrière en NBA. Il y avait une question à un moment de savoir si, un petit peu provocatrice, Franck, est-ce que tu es plus un joueur FIBA qu'un joueur NBA? Clairement non. L'ambition de Franck, la réponse elle était rapide, c'était non, moi je suis un joueur, j'ai envie de jouer en NBA, j'ai envie de faire ma carrière en NBA. Par contre, il sait très bien que tout va très vite. Il a bien vu le recrutement cet été des Knicks, et il va falloir qu'il réussisse à s'imposer, qu'il réussisse à trouver l'opportunité. Je crois que c'est Evan Fournier qui disait que pour que ce joueur fasse sa place, il faut qu'il se crée cette opportunité. Ça sera peut-être pas à New York, on ne sait pas, ça sera peut-être ailleurs, peut-être qu'un trade serait salvateur pour le joueur. Justement, là on est dans la projection. Johan, moi, je voulais savoir quelles étaient vos attentes justement sur cette saison. Si vous sortez un petit peu la petite boule là, on joue un peu nos voyants, et qu'est-ce que vous verrez à travers cette petite boule, notamment, Johan, il t'était lancé. Donc, toi, tu parlais de transfert éventuel, tu parlais de. Voilà, c'est un secret pour personne qu'il était dans les rumeurs de transfert la dernière trade deadline, que cet été, au moment de la draft, avant la free agency, je pense que les dirigeants, le front office des Knicks ont essayé de trader Franck. Il a changé d'agent aussi. Donc, il y a eu un changement d'agent, donc un changement d'agent, c'est jamais neutre. Hein. C'est parce qu'il est vraiment en conflit avec son agent, il a des prétentions salariales plus élevées, ou finalement il n'était pas satisfait de sa situation. Bon, on ne sait pas, ça c'est des choses qui restent en interne, mais ça peut jouer sur l'avenir du joueur.
clairement. L'agent en question, c'est ni plus ni moins que l'agent numéro 1 sur les basketteurs français. Donc, est-ce que ça signifierait, pourquoi pas, un rapprochement avec des équipes comme Orlando, comme Utah? Je sais pas. La question qui se pose sur Frank, c'est à chaque fois, est-ce que Frank, il fit avec les Knicks? Est-ce que Frank, dans un autre système, serait pas meilleur, serait pas plus à son aise? Daniel, ta vision sur le sujet? Alors moi, j'ai plus une question en fait, c'est aujourd'hui, quel crédit il aurait au sein de la NBA, tu vois, auprès des franchises NBA? Quel crédit on lui donne aujourd'hui pour un joueur qui va entamer sa 3e saison, qui n'a pas forcément confirmé toutes les attentes qui étaient placées en lui? Parce que là, on parle de trade, mais aujourd'hui, quel crédit il a auprès des autres teams NBA? Quel autre team aujourd'hui serait prêt à monter un trade avec Frank au centre, tu vois? Ah, peut-être pas au centre, mais effectivement, quelle est sa valeur marchande? Il y a beaucoup d'équipes qui quand même s'interrogent et se disent que dans une autre organisation, peut-être un peu plus stable, il pourrait justement faire son trou, trouver son rôle. Parce que moi, Pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Franchise stable ou, enfin bref, c'est un faux débat. On parle de valeur intrinsèque du joueur. On parle de sa valeur basket. Aujourd'hui, on n'est plus dans la franchise stable ou pas. Les Knicks, ils ont quand même montré cet été, je trouve, moi en tout cas, les signaux sont fortement positifs. Tu vois, moi je pense qu'il a tout à gagner en tout cas cette saison, même si la concurrence est plus forte, mais c'est justement là qu'on va voir quel joueur il est devenu avec sa Coupe du Monde. Il a tout à gagner cette saison. En tout cas, pour moi, ça va être la saison du... J'espère voir ce qu'on attend tous. Ouais, pas de confirmation, mais j'espère qu'on va pouvoir voir ce qu'on attend tous de lui, en fait. À savoir d'un joueur qui défend dur, d'un meneur de jeu, tout simplement. Donc, qui soit capable de remonter la balle, de prendre des bonnes décisions, de prendre des bons shoots, parce qu'il a eu des tickets shoot sur la saison dernière aussi, qui n'étaient pas forcément exploités. C'est tout ça. Mais maintenant, j'espère pas un trade. Maintenant, si ça devait arriver, tu vois, où est-ce qu'il serait capable d'aller, où est-ce qu'il serait un fit? On parle de San Antonio, on parle de Utah, mais Utah, bon, le secteur, il est bouclé, hein. Il y a Mike Conley qui est arrivé, donc on oublie. Ouais, clairement. Voilà, San Antonio, why not? Mais San Antonio, c'est plus la maison du basket comme ça a pu l'être sur les dernières années. Ils sont en train Ouh là là, tu vas faire frémir les amateurs d'espoir. Attention. Mais oui, mais enfin, après, c'est une réalité aussi. Ils vont rentrer dans une espèce de phase de transition. Tous leurs joueurs sont partis. Est-ce que ça serait forcément le fit parfait? Moi, je pense qu'aller juste derrière Parker à San Antonio, ce serait déjà pas bien pour lui. Et deuxièmement, franchement, au niveau des attentes cette saison, j'ai peur que malheureusement, il ait déjà perdu beaucoup de crédit au sein des Knicks. Et que, comme disait Johanny, il y a 2 joueurs devant lui, à mon avis, déjà dans la hiérarchie. Donc il va peut-être pas avoir autant de jeux qu'avant, et si il est timide ou encore timide, ça va être compliqué. Après, l'équipe est censée être plus structurée cette saison, donc peut-être pour lui ça sera plus facile de s'imposer. Maintenant, si c'est sur un trade, il sera pas la pièce du trade importante, il sera une partie du trade, et je pense pas que ça soit lui qui fera pencher le trade. Tu vois ce que je veux dire? Il sera avec un autre joueur, forcément. Je pense qu'on enverra un autre joueur, pas que Frank, pour quelque chose, ou alors sur des tours de draft, 2e tour de draft ou quelque chose. Et faut pas oublier qu'il joue poste 1, voire 2. C'est quand même l'un des postes les plus fournis en NBA depuis quelques années, le poste 1, où il y a du talent à revendre pratiquement sur toutes les équipes. Aujourd'hui, est-ce que Frank est starter dans une équipe NBA? C'est ça, ouais. Ça. Est-ce que c'est pas un 6, 7, voire 8e homme? Tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, starter poste 1, je suis pas sûr. Non, clairement pas. Mais après, est-ce que lui, ça lui pose problème de sortir du banc? Je suis pas sûr, hein. Tu vois, en équipe de France, il y a un moment, il était starter, un moment, c'était Andrew Albissi. Équipe nationale, c'est différent quand même. Équipe nationale, oui, toi, mais c'est différent. Mentalement, ou vis-à-vis de ses prétentions de joueur, je pense que même meneur remplaçant, ça lui conviendrait, quoi. Après, pour lui, il faut mieux un meneur remplaçant avec un beau rôle, hein, tu vois, que d'être... avec des minutes de jeu que... Voilà. Et après, le plus important, c'est de savoir s'il termine les matchs ou pas. Donc là, c'est un vrai indicateur. Au-delà du fait de tu commences pas, ou on te fait une petite rotation, un coup t'es dans le starter ou pas. Mais voilà, si tu commences déjà à finir les matchs, c'est des signes qui sont très importants déjà.
Et il faut pas oublier un truc, cette année, il y a quand même eu des did play, tu vois ce que je veux dire? Il a été benché certains matchs quand même. Hein. Tu vois, le coach l'a benché total, c'est 0 minutes. C'est un message, quoi. C'est un message de passer. Fois cette saison. En fait, le pire, tu vois ce que je veux dire? Le pire, c'est qu'on est sur une saison de tanking à mort. On sait tous qu'on joue rien, tu fais jouer les jeunes, Knox, il fait 35 minutes. Et lui, il se retrouve avec des zéros, quoi. Genre, benché. C'est une punition d'une certaine façon, c'est une punition du coach. Ouais, il a aussi eu des matchs avec beaucoup de temps de jeu. Donc c'était une saison transitoire. On va pas revenir dessus. Mais il a eu aussi des phases où il avait beaucoup de temps de jeu et où parfois c'était pas au niveau attendu. Donc voilà, c'est derrière on a très peu d'étonnement par rapport à sa saison écoulée. Mais en tout cas sur la saison à venir, je pense qu'on est tous d'accord. On en attend beaucoup. Oui. C'est maintenant ou jamais Onyx. S'il n'arrive pas à reproduire une partie de ce qu'on a vu en équipe de France, avoir de la confiance et avoir des séquences de jeu concrètes et sans cette hésitation, parce que finalement ce qui frustre, c'est de voir cette hésitation. On se dit, bah mince, si tu n'es pas prêt à jouer, reste sur le banc. C'est tout simplement ça. Il y en a d'autres qui sont prêts à jouer. Et ben non, c'est pas ça qu'on attend. Donc reproduire une partie de la Coupe du Monde, ça serait déjà beaucoup, quoi. Ça serait déjà pas mal, quoi. Ouais, et surtout en termes de mentalité, effectivement, sur l'année écoulée où on est en pleine phase de tanking et on a laissé la part belle à beaucoup de jeunes sur les postes 1 et 2. Bah, le fait qu'il n'ait pas pu tirer son épingle du jeu, oui, on va me parler de blessures et de ses 43 matchs joués sur la saison, mais voilà, quoi, sur des séquences de 3-4 matchs. Tu restes sur ta faim, tu te satisfais de quelques phases, mais pas forcément de matchs complets. Donc moi, elle est un peu là, en fait, ma frustration. Et effectivement, j'en attends beaucoup. Il a été drafté ultra jeune. Pourquoi pas cette saison 3, qu'elle devienne la saison 1 pour lui chez nous. Voilà, donc... Et j'ai même envie de dire une chose, moi, j'espère, et je pense qu'on attend tous la même chose, c'est de le voir fin février au Méca Trip, quoi. Ça voudra dire qu'il est passé la trade deadline. Est-ce qu'il est encore là? Non, bien sûr. C'est vrai que l'année dernière, il était blessé au moment où on est venu à New York, mais ça voudra dire que il a convaincu le coaching staff. Et limite, tant mieux pour nous, et tant mieux pour les Knicks, et tant mieux pour lui. Mais voilà, c'est... Et tant mieux pour les Méca Trippers, hein. Comme tu disais, Daniel, il est passé nous voir quand même. Donc, il est passé nous voir, donc tu vois, s'il pouvait réitérer cette petite opération, s'il était encore dans l'équipe, en tout cas fin février, ça serait plutôt sympa pour tout le monde. En tout cas, c'est une qualité qu'on peut pas lui enlever en plus de sa défense, c'est son côté, sa gentillesse, sa disponibilité. Je me souviens que sur un tout premier Méca Trip, on avait un joueur d'origine un peu française qui nous avait gentiment snobé. On taira son nom, même si ça commence par Joachim. Donc non, mais voilà, il a malgré tout une attention, une disponibilité vis-à-vis des fans, même si sa carrière, sa saison était compliquée, ça reste quand même quelqu'un d'humainement sympathique. C'est parce que aussi on l'a omis, mais il a un background, il a une enfance et une base familiale qui est hyper saine, bien sûr. Qui est très saine, et ça c'est une chance aujourd'hui. Et je pense que s'il n'avait pas eu ça, il aurait été au fond du trou beaucoup plus rapidement, en tout cas sur ses premières années NBA. Heureusement qu'il est si bien entouré et qu'il ait une tête bien faite. Non, il a au niveau mental, même si on parlait beaucoup d'hésitation, c'est quand même un joueur qui a la tête sur les épaules et qui a quand même un sacré mental, parce que il l'évoquait aussi lors de son passage sur First Team. La saison dernière a été compliquée pour lui parce que assister à des matchs en étant sur le banc, soit par DNP, soit par blessure, c'est clairement pas, c'est frustrant, quoi. Donc ça, il le mentionnait, et c'est des choses qui vont l'aider, on l'espère, à progresser, à nous faire une troisième saison du niveau qu'on pourrait l'attendre. Exactement. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du dossier Nilikina. Il y aura, j'espère, de beaux chapitres qu'on va pouvoir réouvrir tout au long de la saison. On espère quand même un début de saison en fanfare, histoire de ne pas encore retrouver son nom cité dans différentes franchises. Exactement. Franchement, on lui souhaite de réussir cette année. Et puis on va pas se mentir, en tant que Français et fan des Knicks, c'est cool d'avoir un Français dans ta team. Et si en plus il peut réussir, c'est juste un kiff. Et on lui souhaite quand même le meilleur à la base. Hein. Bien sûr.
Tout à fait. Mais après, le caractère français n'excuse pas tout. Hein. On va pas l'accabler parce qu'il est français ou inversement, on va pas l'idolâtrer parce qu'il est français. On attend avant tout qu'il soit un bon joueur et qu'il aide nos Knicks à gagner. C'est ça. Bien sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, c'est un sujet vraiment sur lequel beaucoup de membres de la Knicks Nation auraient aimé s'exprimer. Il fait vraiment le buzz, notre Franck Ntilikina. Il suscite tellement d'espoir. Il suscite tellement d'envie de réussir, de porter le drapeau français aux États-Unis comme son prédécesseur. Mais en tout cas, non, c'était un dossier qu'il fallait aborder. C'est le premier. Je pense qu'il y aura d'autres sujets que l'on va traiter tout au long de la saison. Moi, avant tout, je tenais vraiment déjà à remercier Daniel pour ta présence sur ce premier épisode, en espérant que ça s'est bien passé pour toi. Bon, génial, c'est la famille de toute façon, comme je vous l'ai dit, on est en famille. Réinvitez-moi les gars, moi ça me fait vraiment plaisir, hein. Moi, je veux bien venir à chaque épisode si c'est possible. Moi ça me dérange absolument pas. Vous savez, j'ai toujours un œil sur tout, donc à la limite, ça peut être ça tous les épisodes, ça me va. Écoute, on fera une spéciale Marbury et on t'invitera. Alors là, j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup de bouches à fermer aussi sur Marbury, qui était un très grand joueur. Bon, on va pas commencer. Non, ne le lancez pas. Julien, je te remercie aussi. Merci beaucoup. Merci les gars, merci à vous. Joanie, merci bien. Merci à toi. Merci à vous. Toute l'équipe vraiment se joint à moi pour vous remercier. Vous donner rendez-vous sur notre prochain podcast. Et c'est quand le prochain podcast? Écoutez, restez à l'écoute. Il y a tellement de choses à dire sur les Knicks. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez jamais, Knicks un jour, Knicks toujours. On est ensemble. Passez une bonne fin de journée ou passez une bonne journée. Et merci à tous. Merci Jus, merci Joanie et merci Daniel. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.